Les agriculteurs mettent un genou à terre face à la gendarmerie, tel Marine Tondelier en son temps. Non, on va parler un petit peu de la crise des agriculteurs à partir d'une vidéo qui nous servira de prétexte où on voit des agriculteurs comme ça mettre un genou à terre devant la gendarmerie et dire qu'ils sont solidaires de la gendarmerie. Et ça va nous permettre de parler de la crise actuelle par rapport à la dermatose nodulaire contagieuse, vous savez, cette maladie qui a été mise en avant au départ chez une bête dans un troupeau, et l'État français a dit qu'il fallait abattre tout le troupeau. S'en est suivi des mouvements de blocage par les agriculteurs qui trouvent que cette politique est une mauvaise politique, qui conduit à l'abattage de nombreux troupeaux, et notamment qui mettent en avant souvent le fait qu'il faudrait mieux des campagnes de vaccination globale à l'échelle française, quoi. Si vous voulez en savoir plus sur le plan technique, sur le plan vraiment de la précision par rapport à cette maladie, par rapport aux conséquences politiques, par rapport à des analyses faites par des gens qui sont dans l'agriculture eux-mêmes, on a une vidéo qui est sortie sur la chaîne On ne veut plus, où on a interviewé Thomas Gibert, l'un des secrétaires généraux de la Confédération paysanne, et qui parle de tout ça. Évidemment, on parle aussi du traité de libre-échange avec le Mercosur, qui est aussi rejeté par les paysans français, qui disent que ça va les mettre en concurrence avec des pays où le coût du travail est plus faible, et donc on va importer par exemple de la viande brésilienne ou d'Argentine, et puis donc ça va peut-être ne pas être les mêmes normes, et puis faire faillite à des paysans en France. Enfin bref, on parle de tout ça sur la chaîne On ne veut plus, donc n'hésitez pas à aller voir cette vidéo. Vous nous connaissez, on va se concentrer sur une analyse vraiment marxiste, notamment de l'agriculteur en tant qu'appartenant à une ou des classes sociales. On va dire que c'est pas aussi simple que ça dans l'agriculture, qu'il y a une certaine diversité. Et on va essayer d'expliquer pourquoi est-ce qu'on voit aujourd'hui des agriculteurs parfois avoir un discours peut-être plus proche de celui de l'extrême droite que celui de la gauche, ou parfois inversement, comme Thomas Gibert, avoir des discours plutôt de gauche radicale. Enfin bref. On va parler de tout ça aujourd'hui avec Chris, qui est spécialiste en agriculture, évidemment. Chris, comment est-ce que ça va ? Ça va. Ton introduction, elle est bien parce que, en fait, on va voir que ces deux problèmes sur lesquels ils sont en colère révèlent une vision de classe des agriculteurs. Un, le rapport à l'État et à ses décisions. C'est le rapport justement de la décision de l'État et de son administration de vouloir tuer les bêtes qui sont contaminées. Comme tu l'as dit, on va pas rentrer, nous, dans le détail là-dedans parce qu'on n'est pas spécialiste, mais c'est intéressant. C'est une mesure d'État sanitaire qui s'impose sur eux. Et là, on voit justement ce rapport conflictuel des classes possédantes que peuvent avoir justement à l'État qui leur imposerait des contraintes, quoi. Et puis, il y a le rapport au libre-échange et au marché, qui est le Mercosur. Et là, qui est le rapport plutôt des classes qui ne profitent pas du marché à plein régime, du pouvoir, etc. C'est très intéressant. On va voir que du coup, ces deux-là, ça rapporte une classe de propriétaires, mais pas assez importante pour pouvoir justement profiter du marché total, libre et mondialisé. Et donc une classe propriétaire coincée, une petite bourgeoisie, voilà. Et donc c'est vraiment ces deux problèmes-là qui font qu'ils s'énervent, qu'ils sont en colère, montrent un peu leur caractère de classe, quoi. Donc, on va partir sur cette petite vidéo. En 20 ans de police, je n'avais jamais vu ça. Cette vidéo prend au trip. À Brive, des paysans refusent la confrontation avec nos gendarmes et chantent la Marseillaise. Chez ceux qui nous nourrissent, il y a le respect de ceux qui nous protègent. Comment Macron peut-il être inhumain ? Discours d'ailleurs qui me fait penser un peu à Benchen Cigars, à Baptiste Marché, qui avait parlé aussi justement, que lui c'était un peu dans le sens inverse, parce que lui il parle plus aux militaires, à la gendarmerie et tout, et qui disait comment est-ce que c'est possible que vous puissiez appliquer les ordres, les gendarmes qui appliquent les ordres et qui vont déloger des agriculteurs, vous êtes des pourris, tu vois. Donc on avait un petit peu cette double vision entre à la fois agriculteurs qui peuvent s'allier avec les gendarmes, ou du moins les respecter beaucoup plus que d'autres classes sociales. J'ai jamais vu un CGT faire ça, par exemple, même si tu peux avoir des CGT ouvriers agricoles, mais là je pense pas que ce soit de ça qu'il s'agisse, ou inversement, quoi. Donc on va regarder. Ce qui est intéressant, précision, c'est que tu vois que c'est quand même Mathieu Vallet qui poste ça, qui est quand même au Rassemblement National et député européen au Rassemblement National, tu vois. Donc c'est vraiment significatif, surtout il parle en 20 ans, lui qui est un ancien flic ou un ancien CRS, je sais plus trop, mais qui connaît ce que c'est la répression des manifestations contre les gilets jaunes, contre les fonctionnaires, etc. Et là il dit oh là là, regardez, ils ont pas voulu aller à la confrontation. Enfin, tu vois, il y a toute une espèce de dichotomie où on montre en fait que ce seraient les bons manifestants, ceux du bon côté, ceux qui justement devraient être célébrés par tout le monde, et on le voit a fortiori célébrés par l'extrême droite. Et l'extrême droite qui n'a jamais soutenu les manifestants. C'est-à-dire qu'au mieux du mieux, elles ont soutenu la colère
contre la réforme des retraites, mais jamais ils appellent à manifester, tu vois, c'est un truc simple. Là, ils soutiennent à fond derrière, pareil pour les chaînes d'extrême droite. Donc tout ça révèle quand même quelque chose qui n'est pas de l'ordre d'un sujet de classe comme on a l'habitude d'en voir, d'un sujet oppositionnel, d'un sujet de manifestation comme on a l'habitude d'en voir. Et nous, en tant que marxistes, on doit essayer de comprendre quelles sont ces différences et est-ce qu'il y a des points de jonction? Est-ce qu'il n'y en a pas du tout? Pourquoi? Etc. Et ça, c'est aujourd'hui, là, on est vraiment face à cette problématique-là. Et il y a 2 écueils qu'il va falloir éviter. C'est de dire, parce que ça bouge, c'est forcément révolutionnaire, donc il faut être derrière. Ça, c'est vraiment la bêtise absolue. Parce que quand l'État est en crise, et encore plus l'État bourgeois, il y a toujours 2 voies révolutionnaires. Une progressiste qui est les communistes, et une réactionnaire qui est les fascistes. Hein. Donc les fascistes paraissent toujours comme des révolutionnaires tant que la bourgeoisie n'est pas dans leurs mains, n'est pas totalement abattue, l'État libéral, etc. De l'autre côté, il y a les communistes. Et il faut éviter d'avoir justement ces 2 semblants-là. D'ailleurs, c'est intéressant, quand on voit tous les blocages qu'il y a eu, de voir la différence dans le traitement des manifestants par rapport à ce qu'on a eu pour le 10 septembre. Exactement. À part si les agriculteurs sont des génies de l'organisation des blocages, ils sont 100 fois moins qu'au 10 septembre. Ils sont 100 fois moins organisés, je veux dire, il n'y a pas des télégrammes et tout. Alors oui, peut-être qu'ils se connaissent et tout et qu'ils peuvent organiser des trucs, mais c'est pas impossible pour les rassemblements généraux de les virer comme ils ont viré les gens du 10 septembre. Je pense même que c'est plus simple, parce que tu vois vite un mec arriver avec un tracteur, tu vois, c'est pas impossible, tu vois. Mais il y a quand même une certaine indulgence, on va dire. On tape pas sur les agriculteurs comme on taperait sur, comment il disait le mec dans les grandes gueules, sur pas un pouilleux de Rennes 2, tu vois, mais c'est un ça, peu exactement, ça, tu vois, un cassos ou un gauchiste un peu cassos, ouais, tu te dis là tu peux taper dessus. Sur un agriculteur, tu le fais pas forcément, quoi. On va partir. Ça sert à rien de faire la deuxième, la troisième dans le cahier, on s'en branle. Et les gars, est-ce que vous vous rendez compte de la gravité que j'aurais fait si nos collègues en arrière? Là, ce qui est intéressant, c'est qu'il parle des sommations. Donc, on voit quand même, comme tu disais à l'instant, la gendarme mobile, là, qui sont les CRS de la gendarmerie, vraiment très calme, pas tiré, on voit pas de fumée lacrymogène, on voit pas de... Tu vois, c'est assez calme et ils sont à la première, deuxième sommation. Et l'agriculteur répond qu'il en a rien à foutre, ils vont partir, tu vois. Tu parlais tout à l'heure de Rennes 2, c'est intéressant parce qu'on peut aussi se poser la question dans des endroits plus ruraux. Tu vois, la façon dont ils ont été traités quand c'est des gens beaucoup plus à gauche, beaucoup plus radicaux, style Sainte-Soline ou à Notre-Dame-des-Landes, le niveau de violence sur les blocages était 10 fois pire. Il n'y avait même pas le niveau des sommations. Et là, on voit quand même quelque chose qui est assez fort et direct, c'est ce que dit le paysan là, ils iront pas à l'affrontement. Il y a un espèce de, comment dire, respect du pouvoir, comme tu l'as dit, sur les paysans. On va essayer de comprendre pourquoi. Parce que je pense que c'est fondamentalement un électorat de droite et soutenu par un bloc de droite, j'essaierai d'expliquer ensuite, et aussi une volonté pour les paysans de ne pas aller à l'affrontement, parce qu'eux-mêmes se sentent en solidarité avec la police et avec la gendarmerie. Et il va le dire ensuite. Et ça, c'est quand même extrêmement significatif pour la simple et bonne raison que tu te dis, mais pourquoi? La police, la gendarmerie, c'est pas du tout des gens... petits propriétaires, c'est des fonctionnaires, tu vois, ils pourraient devoir détester les fonctionnaires. Eh ben non, là, ils ont l'impression d'être du même côté. Et là, il y a toute une, comment dire, une vision du monde de classe, de bloc de classe, de droite, sur, on va essayer d'expliquer, mais les gens qui sont vraiment utiles, les gens qui sont là pour les autres, ceux qui font à bouffer, ceux qui font la sécurité, etc., par rapport aux emmerdeurs, aux parasites, aux cassos, tu vois ce que je veux dire? C'est vraiment, là, il y a quelque chose qui est en train de se nouer. Il va le dire dans la vidéo, en plus, c'est sur 2020, on va peut-être pas le laisser parler pendant 2020, parce qu'en gros, il dit, voilà, qu'ils vont se casser, et puis ils mettent un genou à terre, on peut se le regarder vite fait, hop, on est fiers de ça. Ça, c'est intéressant. On est fiers de notre France, on est fiers de notre gendarmerie, on est fiers de notre police, et on est fiers de nos agriculteurs et de notre agriculture. Alors, aidez-nous à terre. Donc ils mettent un genou à terre, ils disent qu'ils sont fiers de la France, et puis ils chantent la Marseillaise avec un genou à terre. Ce que je trouve intéressant là-dedans, c'est qu'il y a aussi un rapport, je trouve, tu sais, il dit, c'est honteux que vous fassiez ça à la fin sur ceux qui vous nourrissent. Et dans cette vision un peu, tu sais, du producérisme, il y a quelque chose aussi de l'ordre, vraiment d'un fétichisme, et pas forcément au sens marxiste, mais un peu bizarre de en quoi le mec qui fait le sol pour faire du maïs, il serait plus important pour bouffer que le mec qui achemine le maïs quelque part, tu vois. Parce que chez eux, il y a vraiment ça, c'est genre le mec qui a produit,
il est plus important que la logistique, par exemple. Alors que c'est débile, parce que pour pouvoir bouffer une boîte de maïs, il faut qu'elle soit produite, mais il faut aussi qu'elle soit acheminée, il faut qu'elle soit transformée. Enfin, le mec qui, je sais pas, fait des cartons, tu vois, qui produit du carton pour qu'on puisse mettre les boîtes de maïs dans le carton, il est aussi important que le mec qui fait le maïs. Mais dans leur tête, quand même, le gars qui fait le maïs, il a une sorte de priorité. Hiérarchiquement, il serait plus dans le réel un peu, tu vois, ça serait plus important. Et ça, c'est vraiment du fétichisme chelou, quoi. C'est même du fétichisme de la marchandise, effectivement, comme si cette marchandise-là... T'as raison qu'il y a un côté... Je sais pas si c'est du fétichisme de la marchandise. Si, t'en as un, en fait, comme si cette marchandise, elle était naturelle. C'est-à-dire comme si c'était quelque chose, en fait, qui demandait peu de travail humain, mais juste, tu sais, une bonne volonté de certains pour pouvoir aller le chercher, tu vois. Alors que, comme tu dis, pour qu'elle soit consommée, elle recouvre tout un tas de rapports sociaux. Mais elle recouvre autant le rapport social de la meuf de ce gars-là qui garde ses gosses, tu vois, pour qu'il puisse le faire, que de lui qui produit, tu vois. C'est ça. Et surtout, en plus, on va peut-être le voir ensuite, mais ce qui est assez intéressant, c'est de se rendre compte qu'aujourd'hui, dans l'agriculture française, qui est extrêmement minimale, orientée vraiment vers les céréales et tout, même vers la viande, je veux dire, 80% des matières qui sont fabriquées par les agriculteurs ne sont pas consommables en direct. Les céréales, vous les consommez pas en direct. Faut la transformer en farine, faut les laver, faut les transformer en pain ou quelque chose comme ça. Pareil pour la viande. La viande, faut la découper, faut la traiter, etc. Enfin, je veux dire, vous imaginez une carotte ou une tomate, mais c'est des choses qui sont pas consommables ou utilisables directement. Donc, l'idée même de dire, ils nous nourrissent a vraiment peu de sens. Les salariés de l'agroalimentaire nourrissent autant que les paysans, tu vois, et ils sont pas considérés pareil par l'effet du fétichisme. Mais c'est un peu un truc partagé à droite particulièrement, mais même un peu à gauche d'ailleurs, ce truc de... Il y aurait une priorité presque des paysans parce qu'ils feraient un boulot, c'est presque les boulots essentiels, c'est presque le truc de Macron pendant le Covid. Et d'ailleurs, cette crise ressemble un petit peu à la crise du Covid, c'est dans son rapport aux sanitaires, dans son rapport à l'État qui vient avoir des recommandations, qui sont parfois des recommandations qui sont un peu foireuses et donc du coup, qui trouvent une opposition comme ça, parfois légitime et parfois anti-étatique d'une manière qui peut nous poser problème, je pense. Bref, cette opposition-là, elle est assez intéressante parce que elle prend pas en conséquence la diversité, on va dire, d'un métier où agriculteur, on l'a déjà dit 100 fois sur la chaîne, ça veut tout et rien dire à la fois en termes de classe. Là, on parle jamais en fait d'ouvriers agricoles. En réalité, des gens qui sont juste des employés agricoles et tout, là-dedans, ils sont pas du tout représentés ou des choses comme ça. C'est des gens souvent qui sont là des petits propriétaires qu'on voit, donc soit plus des petits propriétaires agricoles ou des gros. Et puis, ça prend pas du tout en compte aussi la diversité de la production agricole française. C'est-à-dire qu'un mec qui fait, je sais pas, du blé pour faire du bioéthanol ou du blé pour nourrir des bêtes, ou un gars qui a une exploitation pour faire de la viande, ou un gars qui fait, je sais pas, du vin, enfin, ça n'a rien à voir, tu vois. Et il y a même tout un tas d'agriculteurs en France qui ont une production qu'on va jamais manger, nous, tu vois. Et penser qu'ils nous nourrissent en tant que tels, bah, c'est un peu faux, tu vois. C'est comme le truc, on en parlait l'autre jour avec l'acier d'ArcelorMittal, tu vois. L'acier d'ArcelorMittal, c'est pas forcément de l'acier qui va être utilisé dans les produits que nous on utilise tous les jours, qui sont des produits souvent avec de l'acier indien, fabriqué en Chine ou des choses comme ça, tu vois. Donc en fait, le fait d'interpréter ArcelorMittal en mode c'est du vrai travail, du vrai acier français et tout, il y a quelque chose de presque chauvin là-dedans, tu vois, et d'assez fantasmé, parce que la question, elle est pas là en tant que telle. Et en fait, toutes ces positions qui sont des positionnements presque de l'ordre moral ou de l'ordre, tu sais, de la valeur, genre en tant que tel, l'agriculteur français, il nous nourrirait, il aurait une valeur supérieure. C'est des choses qui permettent d'éluder le positionnement de classe des gens et d'une pensée qui serait une pensée politique, je pense, de gauche radicale, vraiment claire, c'est quelle classe est exprimée à travers les revendications actuelles des paysans. Qu'est-ce que ça veut dire, tu vois, c'est ça la vraie question qu'on doit se poser au-delà de la question de est-ce qu'ils nous nourrissent, est-ce qu'ils nous nourrissent pas, tu vois, qui là est une question un peu bidon et un peu fantasmée et fétichiste. Ça me fait vraiment penser, tu as parlé du producérisme, allez voir l'entretien qu'on a fait avec Michel Fer là-dessus, c'est très intéressant. Moi, ça me fait plus penser à, encore différemment du producérisme, c'est les vidéos qu'on avait fait sur Tatiana Ventose, qui avait vraiment essayé de penser ça, genre c'est les producteurs contre les non-producteurs, les inutiles contre les utiles, tu vois, ou même quand une certaine forme de ce qu'on voit chez Grabber, tu sais, les bullshit jobs, etc. Les gens qui n'arrivent pas à comprendre que justement l'état de l'appareil industriel nécessite tous les jobs dont on a besoin aujourd'hui. Que vous représentiez ce que les gens font ou non. Si aujourd'hui, et on va le voir, les agriculteurs sont extrêmement peu,
C'est ça qui est fantastique. Si on prend un peu de recul, il y a cette vision du monde française. La France est un pays qui est resté longtemps très agricole, très paysan. Il y a aujourd'hui beaucoup de gens qui peuvent remonter sur 1-2 générations d'avoir des agriculteurs dans leurs grands-parents. C'est pas le cas, par exemple, en Allemagne. Tu vois, en Allemagne, c'est plutôt issu de la seigneurie. Il y a eu des gros soucis dans les années 30 là-dessus, de sortir en fait de propriétaires très seigneuriaux d'agriculteurs. En France, il y a eu quelque chose d'assez éparpillé. Marx a écrit là-dessus la lutte des classes en France. Ça a été une classe fondamentale justement dans la réaction à 1848. Marx explique bien que c'est les petits paysans qui ont fait élire Louis-Napoléon Bonaparte et donc l'empereur en réaction au mouvement révolutionnaire de 1848. Ça a été longtemps très important et puis après la guerre, on est passé de plusieurs dizaines de presque la moitié de paysans à aujourd'hui 1% de la population. Tu as parlé tout à l'heure, on pourra donner les chiffres, je ne sais pas si tu veux les montrer, mais on estime à peu près 800 000 personnes qui travaillent dans le monde de l'agriculture. Et il y a aujourd'hui près de 400 000 salariés dans les gens qui font travailler dans le domaine agricole, quoi. Donc c'est vraiment très minoritaire. Vous vous rendez compte que 700 000 personnes, 700 000 propriétaires agriculteurs, c'est 1,5% du corps électoral. Ça représente en termes de masse absolument rien du tout. Et ça va être aussi très important dans l'idée dont on se fait justement du rapport que les salariés doivent avoir avec l'agriculture. Mais comme tu dis, ce rapport-là à l'agriculture, à la terre, qui est profondément créé dans l'idéologie française, toute une espèce de logique barétienne, maurassienne, qui est le cœur de l'électorat de droite, voilà, petit propriétaire, qui est autosuffisant. Et ça, c'est très important en France, mais c'est un fantasme aujourd'hui. Aujourd'hui, les agriculteurs sont des industriels qui produisent pour beaucoup pour l'export, et c'est pour ça qu'on va en parler sur le Mercosur, etc. Là, j'avais un chiffre, c'était les grandes exploitations au sens de la dimension économique cultivent 73% de la surface agricole, elles utilisent en moyenne 111 hectares, donc ça c'est les trucs de l'INSEE. Et en nombre de chefs d'exploitation et co-exploitants, j'ai 564 000 en 2016, et c'est en baisse, taux de féminisation à 26%. Voilà, donc... Et ça est intéressant parce que tu vois justement ça baisse, parce que ça se concentre. Et tu as la figure numéro 2 qui est super intéressant, qui est nombre d'exploitations, c'est-à-dire surface agricole utilisée et volume de travail selon la dimension. Tu vois, les grandes exploitations sont de plus en plus majoritaires. Tu vois, les petites exploitations représentent même pas 20% des surfaces agricoles utilisées. Donc l'idée même de petits paysans qui galèrent, etc., c'est un fantasme en fait. La majorité sont des grandes exploitations, surtout les céréaliers, qui sont dans des conseils d'administration de très grosses coopératives agricoles, qui font du lait, qui font des céréales, etc., qui ont des jetons de présence chez des grosses entreprises d'agroalimentaire, de transformation de ces matières agricoles. Vous prenez les grandes entreprises de lait, par exemple Eurial, Sodial, voilà, mais vous pouvez trouver tout ça. Donc c'est vraiment, aujourd'hui, on est chez des gens très importants. Le revenu moyen, selon l'INSEE, des paysans est à peu près au niveau du revenu médian du reste de la France. Ça veut dire qu'en fait, vous avez le même niveau de gens très riches et de gens assez pauvres. Il y a des taux de pauvreté un petit peu supérieurs en fonction de certains secteurs. Mais tu vois, et vraiment... Des taux de pauvreté qui veulent pas dire la même chose. C'est pas pareil d'avoir 1200 balles par mois quand t'es quelqu'un qui a de la terre, qui passe peut-être ta maison dans ta société ou un truc comme ça, tu vois, qui a peut-être accès à de la bouffe un peu gratos, qui a peut-être accès à défiscaliser ton carburant et tout ça, qu'avoir 1200 balles quand tu vis dans le centre-ville, du coup tu vis pas dans le centre-ville, mais tu vis dans une grande ville, tu vois. Et tu dois prendre les transports, et tu dois payer ton loyer, et ça n'a rien à voir en termes de taux de pauvreté. Je dis pas ça pour dire que tous les agriculteurs sont riches et tout, et encore une fois, on l'a dit tout à l'heure, il y a une hétérogénéité, tout ça c'est complexe, et justement, les agriculteurs défendus par la Confédération paysanne, par exemple, sont souvent des gens qui sont des plus petits agriculteurs, qui peuvent être du coup des gens qui vont beaucoup plus souffrir de la mise en concurrence, on va le parler de ça, par rapport au traité de libre-échange et des choses comme ça, mais il faut quand même se rendre compte de la réalité, chiffre à l'appui. En France, aujourd'hui, il y a énormément de grandes exploitations qui exploitent énormément des terres en France, et il y a des agriculteurs qui s'en sortent aussi en partie, même en bonne partie plutôt bien, grâce notamment à des aides de l'Europe, grâce à des participations dans des grandes filiales, on l'a dit, dans des grandes sociétés ou des choses comme ça, quoi. Exactement. Et si tu vois par exemple la figure 5, là, les surfaces agricoles utilisées en milliers d'hectares, la France est énorme dans l'espace européen, tu vois, 27 000, c'est la première. Donc en fait, la France, c'est un très gros pays, tout le monde le sait, agricole. C'est une forme aussi, il faut être honnête,
de son impérialisme. Aujourd'hui, et c'est un vrai souci, aujourd'hui, la France exporte énormément. Alors, c'est en baisse, c'est en crise. Et moi, juste avant que tu continues, je voulais noter quelque chose par rapport à ce que tu as dit qui me semble intéressant. Tu dis, on a souvent ce truc de penser que agriculteur égale petit agriculteur qui galère et tout ça. En fait, c'est un peu la même figure. On en parle des fois sur la chaîne que le restaurateur. Tu sais, on te dit le restaurateur et tout. Ça veut rien dire. Et on est tous d'accord pour dire que le gars qui a son restaurant tout seul et qui fait de la bouffe maison et qui a du mal à joindre les deux bouts, bah, c'est triste pour lui, tu vois. Même si on va pas baser notre programme politique en tant que communiste sur la quelques poignées de petits propriétaires de restaurants qui représentent 0,1% de la population et qui, en termes de classe, représentent une sorte de petite bourgeoisie en devenir et tout ça, quoi. Mais c'est exactement pareil. Sur RMC, on va te présenter les restaurateurs. Et en fait, ça a toujours été un mec qui a 5 restaurants dans Paris. En fait, c'est une sorte d'investisseur, un capitaliste, un gars qui a des billes dans des boîtes et des choses comme ça. Et on va te faire ouin-ouin sur un mec qui est en cuisine en te disant si on augmente les charges, si on augmente le SMIC, eh ben, vous allez faire faillite au petit gars. Alors qu'en réalité, c'est pour les intérêts souvent du gros gars qu'on te dit ça. Le petit gars aussi, hein, évidemment qu'il a les mêmes intérêts de ne pas payer trop cher s'il a des employés. Mais en général, ce genre de mec a moins d'employés. Et c'est exactement pareil dans les exploitations agricoles. T'as des mecs comme ça qui vont passer à la télé, on va te dire, ah, regardez, on va tuer son troupeau, machin, ils sont 3 sur l'exploitation, ils ont du mal à joindre les deux bouts. Et en réalité, on comprend très bien que les lois et les aides sont faites pour les gros, justement, qui, eux, ont des grosses exploitations, qui ont plus de 10, 15 employés, qui les traitent assez mal en général, et qui, eux, vont beaucoup moins souffrir, on va dire, de la crise, voire plutôt en profiter. Et en plus de ça, faire faillite ou rentrer en concurrence avec les plus petits, quoi. Enfin, c'est la dynamique classique du capital, hein. La capacité à devenir de plus en plus monopolistique, à bouffer les petites exploitations et des choses comme ça. Ce qui ne veut pas dire non plus, et on va en reparler, qu'il faut se baser sur la voie des petites exploitations pour essayer de trouver la voie progressiste, parce que les petites exploitations rentrent aussi dans des dynamiques de type petite bourgeoise, à vouloir être le plus rentable possible, à vouloir moins payer de charges, des choses comme ça, à vouloir qu'il y ait moins de salaire, d'arrêt maladie de leurs employés, même s'ils en ont moins, ils restent enfermés, on va dire, dans ces conditions matérielles d'existence, qui sont des conditions matérielles d'existence qui sont pas pareilles que celles du salariat, qui sont pas pareilles de celles de leurs employés, quoi. Leurs conditions, en quelque sorte, sont opposées à celles de leurs employés sur bien des choses. Cette hétérogénéité, comme tu l'as dit, elle recouvre quand même un continuum qui est le continuum de propriétaires. Les grands, sauf pour les ouvriers agricoles. Mais voilà, eux, on en parle jamais. Eux, ils ne font pas partie. Mais c'est pas eux qui manifestent, hein, pour le coup. Hein. Donc, parce que ça, c'est intéressant. Quand il y a du fric, c'est pas eux qui le touchent de toute façon. Donc, mais là, tu dis, ça leur changera pas leur salaire d'ailleurs, hein, l'abattage des bovins, tu vois. Là, tu viens de dire un truc absolument fondamental. Mais vraiment, gardez que ça, clippez ça pour ce qu'a dit Padu, les gens. Là, vous comprenez exactement la différence qu'il y a entre les agriculteurs, ceux qui sont propriétaires, petits, grands, peu importe, et leurs salariés. Et là, vous voyez qu'il y a 2 classes différentes. Pourquoi c'est fondamental ? Parce qu'en fait, comme on l'a dit, le fait d'avoir la propriété et de devoir l'exploiter, c'est faire fructifier un capital, et c'est vers ça que sont orientés les agriculteurs possédants. Et les très grands agriculteurs à l'export, faire un maximum, augmenter les rendements, augmenter la production, diminuer les marges, etc. Peu importe que vous soyez petit ou grand. Comme tu l'as dit, la crise du capital, et là on est profondément en crise, ce qui est intéressant, c'est que le Mercosur, c'est des choses qui sont discutées depuis 25 ans. C'est 25 ans qu'on parle de cet accord-là qui revient, qui repart, qui revient, qui repart, parce que c'était au cœur de la dynamique néolibérale. À l'époque, tout le monde s'en foutait, parce qu'il y avait une vraie dynamique. Là, aujourd'hui, on est en crise du capital. Et comme tu l'as bien rappelé tout à l'heure, tout ce qui est touché par la crise du capital n'est pas forcément du prolétariat, opposé au capital. Tout ce qui est le capital lui-même s'abat d'abord sur des petits capitalistes, sur des petits porteurs, sur des petits propriétaires. Quand il est en crise, justement, il y a cet effet de concentration et de violence. Et là, on voit justement des petits capitalistes, je le dis clairement, qui bougent. Et pourquoi la différence, elle est avec les salariés ? Parce que comme tu dis, demain, si on répondait exactement à toutes les volontés de ce mouvement des agriculteurs, je rappelle qu'on l'a dit au début, mais pourquoi ils ne veulent pas qu'on tue les bêtes ? Parce que c'est leur capital, hein. C'est pas par un attache. À la fin, on va les tuer, hein, les gens qui sont éleveurs. C'est parce qu'ils sont dans le parti de Caron, ils sont anti. Ouais, c'est ça, exactement. Tu vois, ils sont pas relevés en mode ça y est, on est antispéciste, quoi. Voilà. Donc, à la fin, c'est que si on leur tue les bêtes, il y a de fortes chances qu'ils soient indemnisés sur un standard, qui ne va pas les satisfaire. Ils auraient pu faire plus d'argent en les vendant sur le marché, peu importe. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'ils s'offusquent de ça.
C'est parce qu'en fait, on va leur supprimer du capital à cause de décisions sanitaires, administratives et étatiques. Et la petite bourgeoisie, par définition, déteste ça. Et 2, ils sont opposés au libre marché parce qu'ils sont protectionnistes comme tous les capitalistes en crise. Hein, on a déjà parlé plein de fois de la fin du 19e, de Méline, etc., du protectionnisme. Et bien, si demain on accède à leur desiderata, que l'État n'intervienne pas et qu'ils fassent du protectionnisme, qu'est-ce qui va se passer ? Ils vont sûrement augmenter leurs marges, leurs prix, pouvoir profiter de ce genre de choses. Est-ce qu'ils vont le redistribuer à leurs ouvriers agricoles ? Aucune chance. Aucune chance. Mais vraiment, il faut se voiler la face pour croire qu'ils s'en seraient capables, tu vois. Et donc, c'est là où on voit la dynamique fondamentale de classe. Si demain, on répond à tout ce que veulent les agriculteurs là qui sont en mouvement, ça ne profitera qu'aux agriculteurs en tant que classe. C'est-à-dire, ils pourront avoir des meilleures marges, des meilleurs... Voilà, peut-être qu'ils investiront, peut-être qu'ils embaucheront, etc. Mais il n'y a aucune raison qu'à travail constant, production constante, tranquillité constante de leurs ouvriers, c'est-à-dire qu'ils se mettent pas en grève ou quoi que ce soit. Et là, je fais une passe D sur l'excellente capsule qu'on avait fait sur ces esclavagistes là dans le Champagne. Voilà, force à nos camarades ouvriers clandestins immigrés qui, eux, se sont battus, qui sont le fer de lance du prolétariat mondial et français, justement. Voilà. Maison de Champagne appartenant à Bernard Arnault, évidemment. Qui est un agriculteur, hein, c'est le plus grand agriculteur de France, Bernard Arnault. Exactement. Pour moi, c'est un agriculteur. Attends, il est propriétaire de domaines agricoles. Je vois pas en quoi Bernard Arnault n'est pas un agriculteur selon la définition bien sûr. de l'agriculteur. Il est agriculteur, Bernard Arnault. Exactement. Et donc, là, on voit vraiment, fondamentalement, le fait qu'il y a une opposition de classe fondamentale. Et nous, on a fait... tout un tas de propagande sur les streamers, sur la petite bourgeoisie, etc. On va pas se défiler en faisant croire que les agriculteurs seraient des salariés. Ce qui va nous intéresser, c'est de dire pourquoi ils sont en colère. Et là, on va le dire, en tant que marxiste, notre travail, c'est de comprendre quelles sont les raisons de la colère. Pas les raisins de la colère, là, du coup, mais quelles sont les raisons de la colère des agriculteurs qui sont des petits capitalistes en crise. C'est la crise fondamentale du capital. Et comment on va résoudre cette crise fondamentale du capital ? Sûrement pas en se captant sur les desiderata et le débouché de petites bourgeoisies, de petits propriétaires en crise qui aujourd'hui, et ça c'est fondamental, ne représentent rien du tout dans la population. Parce que là, il y a des gens qui essayent de nous vendre du Lénine. Lénine a dit ci, Lénine a dit ça, en 17, l'alliance avec les paysans. C'est pareil, Mao par rapport aux agriculteurs, on va dire chinois, c'est sûr que c'est pas les mêmes situations quand tu es en Russie en 1917 ou en Chine dans les années 40-50, c'est sûr que t'as pas le même rapport aux paysans. Pourquoi ? Parce que ils représentent une force majoritaire en fait dans le pays. Ils sont juste majoritaires, quoi. En 17, pour vous donner un ordre d'idée, ils sont 80% de la population de l'Empire tsariste. Ils sont 80% de la population. Et il reste de la petite bourgeoisie, de la bourgeoisie, et donc le prolétariat lui-même est minoritaire. Et donc ça en veut dire... plus, attends, en 17, ils sont 80%, et ils sont dans une situation de domination, ils sont dominés par une sorte de féodalité. Donc ils sont pas petits propriétaires au même sens qu'un agriculteur qui a une entreprise d'exploitation agricole en France en 2025. Ça n'a rien à voir, d'autant qu'un agriculteur en France en 2025, même si ça peut être compliqué et tout ça, il a quand même une position sur le plan du marché mondial qui a une certaine forme de on va dire, t'es plutôt... on va dire que le Made in France est plutôt bien vu, tu vois, plus que le Made in Russie en 1917, tu vois. Donc t'es propriétaire d'une entreprise, encore une fois, ça dépend des productions, tout ça, mais je veux dire, faire du bœuf français, c'est pas pareil que si tu fais du bœuf polonais, tu vois, c'est un petit peu plus haut sur le marché de la qualité des viandes, on va dire, quoi. Et donc du coup, ça te permet d'écouler aussi plus facilement de la marchandise ou à des prix plus intéressants pour avoir des revenus plus intéressants. Ça veut dire que ça n'a rien à voir de parler de la paysannerie sous Lénine que de la paysannerie sous Macron, quoi. Si Lénine était là, il penserait qu'à l'échelle mondiale, parce que le capitalisme s'est mondialisé, je pense qu'il se dirait que tous les paysans français sont des coulacs. Tu vois, c'est littéralement, si on prend justement la hiérarchie mondiale, on peut pas les considérer, puisqu'ils sont 1% d'une population, ils sont capables d'approvisionner au-delà même des besoins de la France, parce qu'il y a un excédent alors qu'il est en baisse, d'où la crise. Il y a un excédent agricole important qui est à l'export. Voilà. 1% de la population, il faut vous rendre compte, produisent plus que les besoins de la population française. C'est juste inimaginable en fait comme ratio. C'est des choses qui doivent être pensées par des marxistes et surtout pas à travers ce que disait Lénine à l'époque. Il faut prendre ce que disait Lénine à l'époque, justement sur ces alliances de classe, etc., comme quelque chose de cohérent,
mais quelque chose qui aujourd'hui est caduque. Parce qu'en fait, aujourd'hui, si vous avez, avec le prolétariat représente peut-être 25 à 30 millions de la population, il n'a pas besoin de faire des compromis avec une classe qui représente que 1%, voire moins d'1% de la population pour pouvoir obtenir le dépassement du capitalisme. Mais en plus de ça, c'est intéressant quand tu parles de... À l'échelle mondiale, on peut dire que c'est des coulacs, mais c'est un peu dur. Encore une fois, du fait de l'hétérogénéité, blabla, on va pas faire des formules de politique à chaque fois qu'on parle. Mais en réalité, l'opposition au traité avec le Mercosur peut être vue aussi, d'une certaine manière, comme un espèce de lutte pour le maintien d'une position de domination par rapport aux pays du Sud. Par rapport aux pays du Sud dans lequel la France exporte massivement. C'est-à-dire que la France exporte massivement des denrées qu'on retrouve dans toutes les anciennes colonies françaises et donc fait vivre des agriculteurs français à travers aussi son agro-industrie. Mais on l'a dit, les gros agriculteurs français ont aussi des places liées à l'agro-industrie et tout ça. Et dans le sens inverse, refuse que des pays en voie de développement ou des pays comme l'Argentine, le Brésil ou bientôt certains pays d'Afrique, tu vois, puissent écouler chez eux certaines productions, tu vois. Donc il y a dans cette volonté d'opposition quelque chose qui est très dur à penser pour la gauche, je trouve, parce que de manière générale, on s'oppose au traité de libre-échange, parce qu'on est anti-libéraux, et parce que ça détruit des emplois salariés en France. Et là, on a une opposition à des traités libéraux, mais plutôt au nom de maintien de la rentabilité de petites exploitations et de petits capitalistes en France, ou de grandes exploitations et de capitalistes en France, tu vois. Donc je trouve que ça, c'est compliqué à penser. Moi, je sais pas toi comment tu le penses, tout ça, mais autant s'opposer à un traité de libre-échange qui va tuer une industrie, c'est-à-dire énormément de salariés de notre pays, bah, c'est gênant parce que du coup, les gens, ils vont arrêter d'être salariés, ils vont se retrouver au chômage, ils vont se retrouver à peut-être essayer de retrouver de l'emploi par, je sais pas, l'auto-entreprise, rentrer dans des dynamiques comme ça, d'exploitation de leur propre capital ou des trucs du genre, et du coup rentrer eux-mêmes dans des mentalités de petits propriétaires, et on va s'éloigner des consciences les plus communistes, parce que les gens qui sont dans l'industrie ont des consciences beaucoup plus communistes que les gens qui vont devenir auto-entrepreneurs ou petits bourgeois. Autant là, c'est pas vraiment ça, tu vois. Autant là, c'est de la concurrence qui peut mettre en péril des gens qui sont des petits capitalistes et qui demain pourraient presque devenir salariés, tu vois. Alors, sur le plan individuel, on va pas se mentir, c'est très triste pour les personnes sur le plan individuel si elles se retrouvent dans des situations de concurrence et qu'elles peuvent être mises en défaut. Mais tu vois, on va prendre autre chose. Les médecins, tu vois. Aujourd'hui, les médecins, il y a des radiologues qui peuvent lire partout dans le monde des radios qui sont faits à l'hôpital de Bourg-en-Bresse, tu vois, et qui vont lire les radios. Alors aujourd'hui, c'est fait dans la francophonie encore, c'est-à-dire que tu vas avoir des gens qui sont parfois genre à La Réunion, qui vont lire la nuit, du coup, des trucs, qui sont en nuit en métropole et qui sont 2 jours là-bas, tu vois, mais tu pourrais avoir demain des gens qui sont des radiologues indiens, des radiologues chinois qui lisent des radios françaises, et puis d'avoir une traduction de leur compte-rendu par IA, et puis que les mecs fassent ça moins cher, tu vois. Est-ce qu'au nom du non-libre-échange, il faudrait aller militer pour que les radiologues qui gagnent 20 000 balles par mois se retrouvent pas en concurrence avec un radiologue indien qui fait ça pour 4 000 balles par mois, tu vois? Je sais pas, tu vois, c'est une question qui se pose. Mais en tout cas, c'est pas en tout point identique avec le fait de militer contre du libre-échange qui casserait de l'emploi salarié en France, tu vois. C'est vachement différent, je trouve. Et moi, je suis tout à fait d'accord avec ça. Et c'est justement l'idée même de aujourd'hui, ce libre-échange devrait être l'abolition même du marché mondial et de sa dissymétrie. Aujourd'hui, quand les gens veulent empêcher le Mercosur, je vais aller là, ils empêchent le développement de la paysannerie dans les pays du Sud, moi que je vais plutôt dire dans la périphérie de l'impérialisme. Aujourd'hui, ce que veulent, ils veulent des mesures protectionnistes, aucun des paysans ne dit aujourd'hui, nous on va demander des mesures protectionnistes pour qu'on ne vende que en France et on arrête de vendre du surplus à l'étranger. Ça pourrait être un truc, tu sais, de dire, moi je pense que ce serait aussi un problème parce qu'il faut négocier avec le Sud. Aujourd'hui, la France, comme on l'a dit, on peut pas s'arrêter de produire du jour au lendemain juste pour la France parce que l'impérialisme a créé des dissymétries où tu as des gens aujourd'hui qui ont besoin d'importer du blé, du maïs, voilà, sinon ils crèvent, quoi. Donc il faut... La tâche des communistes, c'est justement l'internationalisme. Voilà, on peut le donner et surtout faire en sorte de reproduire localement, de développer les paysanneries. Et là, les traités protectionnistes, c'est on veut bien continuer d'exporter un max, mais nous, on veut pas importer. Tu vois, c'est vraiment la défense d'un impérialisme agricole à l'échelle mondiale qu'aujourd'hui est concentré sur 1% de la population française. Et ça, j'ai envie de dire, petit paysan, gros paysan, c'est exactement l'extrait qu'on avait mis, tu sais, quand on était face à notre
Il y avait Benjamin Lucas face à un, je sais pas quoi, un maçon, ou enfin, tu te rappelles, voilà. Le mec qui disait, mais moi, je veux y être au 1 million ou au 2 millions. Bah oui, en fait, mécaniquement, même si ça se relativise, mais malgré tout, les petits paysans, bah, leur but en tant que propriétaire, ça reste de se développer, d'augmenter leur production, d'augmenter leur vente, etc. Il y en a qui veulent peut-être se stabiliser, mais c'est pas la dynamique générale du capital et du capital exploitant des propriétaires. Et donc, Bah, t'as une petite couche de gens, tu sais, les gens qui veulent faire du maraîchage, souvent bio, machin, qui veulent faire les choses bien. La problématique, c'est que ces gens se retrouvent aussi dans des dynamiques capitalistes sans forcément le vouloir de base, tu vois. Ils y viennent pour faire des bons légumes, mais ils sont obligés d'être rentables à un moment donné. Et c'est des gens notamment qui sont représentés notamment à la Confédération paysanne, mais qui représentent pas que des gens comme ça, et donc qui est obligé de trouver un compromis, on va dire. Parce que la réalité, c'est que si on voulait défendre juste la production, par exemple, et la qualité, on ne demanderait pas simplement de arrêt du libre-échange ou plus haute norme chez nous, tu vois. Parce que c'est un peu ça ce qui est demandé. On va faire des Ouais, hautes bien normes, mais sûr. on va garder le marché. On demanderait l'abolition du marché, qui serait vachement différent. Est-ce qu'aujourd'hui, personne... Enfin, moi, j'ai jamais entendu cette revendication par qui que ce soit, même les plus à gauche des agriculteurs, tu vois. L'abolition du marché, c'est quelque chose qui est malheureusement, je pense, qui est inaccessible, en fait, à la conscience possible de classe propriétariste, tu vois. Peut-être, par contre, que des ouvriers agricoles pourraient te le dire, ça. Et ça, à ce moment-là, c'est des gens, mais qui ont quasiment... C'est dans le graphique qui sont tout en bas à gauche, qui n'ont aucun pouvoir Exactement. décisionnaire sur l'agriculture en France, tu vois. Ça nous donne des pistes presque pour un programme par rapport à tout ça. Mais la question, c'est la question ou non du compromis avec ces classes-là, avec quand même, comme on le disait, dans la gauche radicale, des gens qui sont dans la répétition de ce qui s'est fait dans l'histoire et qui disent qu'il faut à tout prix faire un compromis avec les agriculteurs. Mais ce qui correspondrait presque plus aux agriculteurs aujourd'hui, ce serait des classes, nous on en parle souvent, comme les classes qui sont un peu en haut au milieu du graphique, des classes un peu de l'encadrement, tout ça, qui représentent 15-20% de la population, qui sont pas les gens les plus communistes du monde, mais Non. qui n'ont pas déjà une opposition de classe claire avec les gens les plus exploités, parce qu'ils font partie du salariat, ces cadres-là, et aussi qui représentent énormément dans la population. C'est-à-dire que si tu t'enlèves 20% de la population, c'est quand même problématique, tu vois. Si tu t'enlèves 1% de la population, bon, ça change pas grand-chose, quoi. Bah, c'est ça. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'à l'époque de Lénine, je vais citer Lénine, ça va être intéressant pour continuer, parce qu'en fait, on nous pose la question, quelle attitude on doit avoir avec ça, nous marxistes. Nous marxistes, ça nous intéresse, cette crise. Et cette crise révèle la crise globale du capital et sa violence qu'elle abat sur les prolétaires, mais aussi sur les petits capitalistes. Voilà. Et là, c'est ce qu'on voit, on voit des petits capitalistes en crise. Lénine disait, le prolétariat soutient la paysannerie dans la mesure où elle lutte contre la propriété foncière féodale. Ce que tu as dit tout à l'heure, ça c'était dans le programme agraire au début du siècle, début du XXe siècle. 1905, 1907, je sais plus trop. Donc ça, c'est fini, hein, qu'on soit clair. Aujourd'hui, il n'y a aucune paysannerie qui lutte contre la propriété foncière féodale. Donc là, elle peut lutter à la rigueur contre le grand capitalisme, voilà, mais en fait, elle ne lutte pas contre elle-même. Le prolétariat lutte contre la paysannerie dans la mesure, écoute bien, où elle défend la propriété petite bourgeoise. Et c'est ça qu'aujourd'hui, elle fait. Aujourd'hui, 99%, enfin même 100% du temps, puisqu'il n'y a plus de féodalité, la paysannerie défend son caractère de propriété petite bourgeoise, cherche à se fixer dans le rôle de maître. Et bien là, on est sur une paysannerie qui essaye de se fixer dans le rôle du maître. Maître à l'échelle mondiale, maître à l'échelle du centre impérialiste de production. Et c'est ce que disait Lénine. La tâche est de séparer rigoureusement le contenu démocratique bourgeois, progressif, de la lutte de son enveloppe petite bourgeoise réactionnaire. Ce programme-là qui a fait que Lénine a cherché justement des points d'accord entre le prolétariat russe et la paysannerie, parce que la paysannerie était 80% de la société, n'a plus de sens aujourd'hui. Non seulement il n'y a plus de propriété foncière, c'est-à-dire il n'y a plus de réaction plus réactionnaire que la propriété capitaliste, et en plus cette classe-là n'est plus 80%, mais 1% de la société. Donc notre tâche à nous marxistes, c'est de dire, on doit comprendre que ça c'est des effets de la crise, mais à aucun moment la tâche du prolétariat est de se mettre d'accord et de valider le programme, dont Lénine dit clairement, le programme petit bourgeois réactionnaire. Et là, moi je vais proposer une chose. On a dit tout à l'heure, et ça c'est les chiffres de l'INSEE, que 67% des grandes exploitations, ces grandes exploitations-là, elles sont aujourd'hui, comme on disait précédemment, quasiment à des industries, avec des salariés. Notre optique, c'est sûrement pas de donner du protectionnisme ou du libéralisme à ces gens-là. C'est la nationalisation. Aujourd'hui, les grands exploiteurs de céréales, etc., sont mûrs, industrialisés, automatisés, salariés, pour faire en sorte que ces entreprises-là soient nationalisées. Et cette nationalisation, ça c'est un programme marxiste et prolétarien, cette nationalisation des 100, 200 000 grands propriétaires français permettra justement la collectivisation
et la distribution beaucoup plus égalitaire du blé, la collectivisation des moyens techniques, technologiques des brevets pour pouvoir créer un pont d'équilibre entre les pays du Sud qui sont aujourd'hui, eux, sous-développés à cause de l'impérialisme agricole du centre et spécifiquement de la France, pour ce qui est de l'impérialisme européen. Donc, clairement, qu'il y ait une crise incarnée par les agriculteurs aujourd'hui, oui. Que des marxistes et des communistes considèrent qu'il faut les soutenir en tant que programme, non. Aujourd'hui, ce qu'il faut penser, c'est la nationalisation au moins de 70% des propriétés agricoles. Pour la bonne raison qu'elles sont au cœur de l'impérialisme, et là on va revenir sur ça, qu'elles sont le début même, on va dire, de la matière et du process de nourriture. Voilà. Et puis ensuite, Zoé aurait dit que tu laisses 30%, mais après... Exactement, Zoé, elle va me condamner pour excès de tendage de main à la petite bourgeoisie. Les 30%, effectivement, ça complémente ce qu'on a vu avec des gens comme Thomas Gibert. Qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on les fait rentrer, effectivement ? Moi, je pense dans des coopératives, consommateurs-producteurs, tu vois, de ne pas laisser la main juste aux producteurs, mais aussi d'avoir un contre-pouvoir des consommateurs sur ces coopératives qui sont très locales, très implantées, très intégrées dans un tissu local. Voilà, il faut trouver des formes plus collectivistes que ce qu'on a aujourd'hui, peut-être pas des nationalisations à court terme, mais voilà, des formes plus collectivistes, parce qu'on est déjà sur des choses beaucoup plus implantées, locales et presque collectives, quoi. Donc, et peut-être que ces 30%, là où les 70% doivent permettre justement de repenser l'échange inégal qu'il y a à l'échelle de la planète, parce que c'est des gens qui exportent beaucoup, ces 30%-là peuvent peut-être être les filières principales d'une sécurité sociale de l'alimentation, de filières comme elles sont locales, d'approvisionnement des hôpitaux, d'approvisionnement des écoles, parce qu'elles vont être beaucoup plus bio peut-être, parce qu'elles vont être, comme elles sont moins intensives et qu'elles produisent moins, elles vont être moins dispendieuses en chimie ou en engrais, même s'il en faut. Voilà. Donc le programme des communistes aujourd'hui, c'est de se dire comment la collectivité s'empare des 1% de propriétés qui aujourd'hui sont le reliquat de la paysannerie réactionnaire petite bourgeoise que décrivait Lénine. Et surtout pas de faire une alliance avec eux quand ils étaient extrêmement majoritaires et que le mouvement prolétarien ne pouvait pas faire sans elle. Là aujourd'hui, le mouvement prolétarien peut faire largement sans elle. Surtout que tu sais, c'est un domaine où l'État est quasiment pas présent. L'État donne beaucoup de thunes, mais ne contrôle rien. Et au bout d'un moment... il y a trop de normes selon certains. Non, mais c'est ça, je veux dire, c'est exactement... Alors, moi, quand j'entends ce discours-là, j'ai l'impression d'entendre des médecins. Je suis habitué au discours de médecins. C'est-à-dire des gars qui touchent de l'argent public, mais comme jamais, tu vois, par la sécurité sociale, mais qui veulent pas appliquer des normes, machin, ils veulent faire ce qu'ils veulent, ils veulent la liberté de ci, la liberté de ça. Les libéraux. Et oui, mais c'est les libéraux qui ont le beurre et l'argent du beurre, tu vois. Tu peux pas toucher des centaines de milliers d'euros de la PAC et puis après dire non, je fais ce que je veux, tu vois. Soit tu touches, soit tu touches pas, mais à partir du moment où tu as un financement public, tu devrais avoir une activité d'utilité publique et avoir des normes publiques, tu vois, ça paraît très logique, tu vois. Et ce serait beaucoup plus simple plutôt que d'enrichir un mec privé pour essayer de négocier avec lui, qu'il applique à moitié pas les trucs, tu vois. Et encore une fois, là, on rentre pas dans le débat technique, tu vois, parce que aujourd'hui, en plus, l'État peut avoir des aspects de lobbying du privé, donc les décisions de l'État peuvent être désastreuses, c'est pas le souci. Mais dans la dynamique vers laquelle il faut aller, c'est pas en donnant plus de liberté à des gens qui sont mus par le profit, les propriétaires sont mus par le profit, qu'on va augmenter la rationalité pour le plus grand nombre des décisions qu'ils vont prendre. Parce qu'en fait, la rationalité qu'ils vont avoir, c'est la rationalité pour leur profit à eux, quoi. Et ça, c'est le nerf de la guerre, je pense. T'as complètement raison, et d'ailleurs, c'est là où il y a, je te dis, le plus d'emplois clandestins, mal payés, d'emplois immigrés. On le voit, ce que c'est de protéger les agriculteurs. Mélanie, son premier truc, c'est justement d'avoir mis un stop à son immigration zéro pour pouvoir trouver de la main-d'œuvre pas chère, corvéable, ultra exploitée, venue de Libye, d'Afrique, dans les champs italiens. Et c'est pareil en France. Voilà, il y a une rupture fondamentale entre les agriculteurs et le prolétariat. Les agriculteurs ne sont pas le prolétariat. J'ai envie de dire, ils doivent le devenir. Et là où c'était compliqué de leur faire comprendre quand ils étaient 80% et qu'ils pouvaient dire au parti bolchevique, nous on est 80% et si votre programme ne nous convient pas, ce sera sans nous. Et donc la révolution contre l'état tsariste était compliquée. Là aujourd'hui, ils sont 1%. Donc il faut vraiment sortir de cette logique de profit. Et putain, attention, c'est 1%, quand t'as les salariés qui font tourner les grandes exploitations, eux ils seront avec nous. Eux ils auront tout intérêt avec nous. Ils récupéreront de la décision sur l'exploitation agricole et ils récupéreront de la retombée, de la plus-value que faisait le mec qui était le propriétaire agricole, qui leur tomberont à eux dans la poche, c'est-à-dire dans la poche de la collectivité, tu vois. Ils ont tout intérêt à être de notre côté, tu vois. Ailleurs, il y a des disparités, mais si on fait la moyenne, pour un exploitant individuel, il y a 0,5 salariés. C'est beaucoup en vrai.
C'est pour un exploitant individuel, il y a 0,5 salariés agricoles. C'est énorme. Ça veut dire qu'il y en a qui en ont 10-15 et puis il y en a qui en ont... et puis c'est compliqué à compter parce qu'en ETP, tu sais, il y en a qui en ont n'ont pas du tout pendant un moment, puis qui en ont beaucoup pendant la saison. C'est saisonnier aussi des fois. Ouais, tu vois, voilà. Donc, mais il y a aussi beaucoup de contrats intérimaires. Je crois qu'on est autour d'1,5 million des gens qui bénéficient de la chambre agricole, etc., qui dépendent de ça. Aujourd'hui, ce n'est plus une question d'alliance de classe, de soutien des agriculteurs, de soutien de leur programme. Lénine serait là, il dirait, ces gens-là ne sont que réactionnaires dans leur programme et dans leurs revendications. Par contre, si effectivement on les voit se bouger, le prolétariat peut se mettre en mouvement, mais justement pour régler le problème du capital qui s'abat sur les petits propriétaires, sur les moyens propriétaires et surtout sur le salariat, non pas pour restaurer une situation où les petits propriétaires seraient mieux traités, c'est-à-dire un état du capitalisme plus fonctionnel, avant crise, qui n'existera pas, mais justement pour son dépassement. En plus, on pourra ajouter par rapport aux histoires de traités de libre-échange que, si tu veux, la peur d'avoir de la viande qui est remplacée par de la viande d'autre part, par exemple, il y a un rapport, je trouve, à la qualité des viandes. Je vais prendre un exemple. Moi, je suis matrixé par le vin, tu vois. Mais tu peux nous mettre en concurrence avec tout ce que tu veux. En France, on boira toujours du vin français et on exportera toujours notre vin parce que notre vin est plutôt plus qualitatif. Ça dépend de quoi, hein. Des fois, c'est aussi des légendes, tu vois, mais est plutôt qualitatif, tu vois. Et donc, du coup, tu peux nous mettre en concurrence. Le vin va pas se faire remplacer comme jamais. Ou alors, ça voudra dire que les vins étrangers ont gagné aussi en qualité. Ça se voit, par exemple, dans le Bordelais. Oui, dans le Bordelais, ils font de la merde aujourd'hui. Donc, il y a des vins chiliens, machin, qui arrivent. Argentin, et c'est normal. Et moi, je veux dire, c'est californien. Plutôt positif. Ouais, c'est plutôt positif. Pourquoi ? Parce que les mecs font de la D. Et comme ils font de la D, ils sont remplacés par des mecs qui font des trucs qui sont meilleurs qu'eux. Ou qui sont moins chers qu'eux et qui sont pareils. Qui sont aussi de la merde, mais qui sont moins chers. Et en vrai de vrai, est-ce que... C'est toujours pareil, c'est vouloir le beurre et l'argent du beurre. Tu peux pas vouloir être sur un marché, produire de la merde, être protégé par ton état impérialiste pour pouvoir que ta merde elle soit pas en concurrence avec des vins qui sont meilleurs que les tiens et moins chers. Tu vois, enfin, c'est un peu bizarre comme truc, tu vois. Parce que le gars qui fait vraiment le truc bien, il le vendra toujours en France, il le vendra toujours autre part, tu vois. C'est le protectionnisme, hein. À chaque fois ça donne ça. Ça donne des mecs qui haussent leur prix nationalement parce qu'on met des grosses barrières de douane à l'extérieur, tu vois, sans améliorer la qualité. Juste parce que les concurrents extérieurs sont plus chers, bah tu hausses le prix sans augmenter la qualité, juste pour en monter les marges, sans augmenter tes salaires, etc. Vraiment, le protectionnisme est une catastrophe économique sur le plan libéral, hein, voilà. Mais en plus, ne marche pas. C'est-à-dire qu'à la fin, ça permet juste d'accumuler du capital aux travailleurs, surtout pour les pays impérialistes. Les mesures protectionnistes ne servent qu'à limiter le développement des pays de la périphérie. Donc c'est vraiment très impérialiste. Et en plus, ils engraissent les capitaux du centre. Ouais, c'est vraiment une catastrophe pour nous, communistes et internationalistes. Donc c'est vraiment quelque chose, les mesures protectionnistes ne sont jamais à défendre. Et on le voit, nous on a fait une critique là-dessus, à quel moment le jean de Marine Tondelier, là, 1083, je sais pas quoi, est supérieur en qualitatif. Il y a une espèce aussi, tu vois, de chauvinisme de la qualité nationaliste. Et tu te rappelles, une fois, on avait discuté du protectionnisme et tu me disais, mais en fait, pourquoi le protectionnisme, ça pourrait paraître une bonne chose, etc. Mais en fait, ce qu'on rappelait, c'est que c'est la crise du capital qui aujourd'hui empêche le développement, empêche l'export des capitaux, empêche la croissance, qui font que les petits patrons à l'intérieur et la petite bourgeoisie nationale, voilà, aujourd'hui, et je dis petite bourgeoisie nationale qui en France n'est que impérialiste, parce qu'en fait il y a des gens qui sont maoïstes. On peut parler de la nouvelle démocratie parce qu'on a parlé de la paysannerie, voilà, chez Mao, mais qui est dans des pays quand même du sud, de la périphérie. Il y a une forme d'alliance entre, tu sais, les quatre classes, la paysannerie, le prolétariat et la bourgeoisie nationale contre la bourgeoisie comprador. En France, il n'y a pas ces oppositions-là. Donc la bourgeoisie nationale, qui exporte peu, commence à être en crise. Celle qui exporte beaucoup va multiplier les traités de libre-échange, tu vois ce que je veux dire, on voit ça avec l'opposition chez Trump, et puis la petite bourgeoisie nationale va vouloir se recroqueviller des mesures protectionnistes, etc. Mais pour ça, elle va faire quoi ? Elle va devoir surviolenter le prolétariat. Donc c'est pour ça qu'on voit de plus en plus de gens de droite, et en même temps vendent qu'il y a trop de charges, etc. Et en même temps vendent la relocalisation, blabla, etc. Parce que pour eux, c'est un moyen d'écouler plus cher leurs marchandises à l'intérieur du pays en payant moins cher les salariés. Pas forcément. Voilà. Mais c'est super intéressant, ouais, parce que le gars qui se retrouve avec des barrières douanières, du coup, il a plus de concurrence qui lui force à baisser ses prix, donc il peut augmenter ses prix. Et on va reprendre l'exemple du vin, le mec qui fait son Bordeaux de merde qui coûte 8 balles là chez Leclerc et qui est dégueulasse. Si demain, le vin chilien qui rentre, il arrive pas à 6 balles, mais tu lui mets des grosses douanes et il arrive à 9 balles, il va faire quoi le mec avec le Bordeaux ? Il va mettre 9 balles.
Ou alors, à 8 balles, il va écouler et tout, il va faire beaucoup plus de marge. Donc, en fait, la qualité aura pas augmenté et pour le consommateur sera pas gagnant non plus, quoi. Et en plus de ça, au niveau des salaires, il va pas non plus augmenter les salaires, il y a pas de raison qu'il le fasse, donc c'est une catastrophe. S'il n'y a pas de pression des salariés, il n'y a aucune raison qu'ils le fassent, de toute façon. Et souvent, c'est ce qui se passe quand tu fais des mesures protectionnistes. On le voit chez Trump en ce moment, ça fait de l'inflation. Et donc, le pouvoir d'achat pour le prolétariat diminue quand il y a des mesures protectionnistes. Donc, si vous laissez le programme là, des petits agriculteurs en crise gérer, vous verrez demain, votre pouvoir d'achat va baisser. C'est ça qui va se passer. Tout ça, c'est des tendances de classe, du capitalisme en crise, aller vers le protectionnisme, violenter des petits capitalistes par l'effet de surconcentration, et le prolétariat dans tout ça. Et le prolétariat, il doit s'organiser justement pour trouver un dépassement à travers des mesures qui bénéficient au prolétariat. Et c'est quoi les mesures qui bénéficient au prolétariat ? C'est de sortir de la propriété privée et de son corollaire capitaliste, de la concurrence. C'est ça, c'est de collectiviser et coopérer. Et c'est la même chose entre le centre-impérialisme et sa périphérie. C'est ça l'internationalisme, c'est la coopération des prolétariats indépendamment des frontières. C'est pas le prolétariat national qui s'organise par nation et puis qui échange des trucs entre eux. Ça, c'est du Ricardo, ça, c'est la spécialisation mondiale. Donc vraiment, aujourd'hui, ce dont on a besoin, c'est la crise du capitalisme qui, là, s'articule et s'incarne dans la petite bourgeoisie que sont les agriculteurs. On a besoin d'un programme prolétarien, collectiviste, coopératif, sortir de la concurrence, pour pouvoir dépasser cette crise-là. Et donc, pour tous les gens de la FNSEA, là, les grands patrons, les grandes exploitations, c'est la nationalisation. Et puis, justement, pour les plus petits, une forme de coopérative et de créer une filière, on va dire, où l'État, le collectif, va consommer prioritairement ce local, comme on l'a dit dans les écoles, etc. Voilà. Mais ça, c'est un programme prolétarien qui, justement, doit résoudre le problème des petits paysans et contraindre les gros nationalistes qui, eux, créent l'impérialisme mondialement. C'est la tâche des révolutionnaires d'unifier le salariat généralisé, qui représente 90% de la société. Donc, comme tu l'as dit, d'avoir les employés, les ouvriers, les cadres, etc., de construire un programme de transformation avec ce sujet-là, et d'avoir les 1% ou une partie des 1%, parce qu'il y en a qui disent il nous faut la grande partie des agriculteurs avec nous. J'ai vu ça, moi, sur Twitter, et c'est ça important. Ouais, ce serait trop bien d'avoir 0,8% ou 0,5% de la population quand on dont représente 50% de grande exploitation. Tu vois ce que je veux dire ? C'est genre, tu dis, voilà, je vais avoir 80% du salariat, tu t'en fous d'avoir 80,5% parce que tu as pris les agriculteurs. Et comme on l'a dit, parce qu'il y a une barrière fondamentale de classe, parce que ce sont des exploiteurs d'eux-mêmes, de leurs terres, ou de salariés, voire de salariés de la périphérie, de manière ultra violente, comme on en a parlé, tu vas devoir faire un recul si tu veux les avoir avec toi. C'est tout l'enseignement de Lénine. Lénine est obligé de faire un recul tactique sur la nationalisation. Il parle de distribution des terres aux paysans, qui représente 80%, parce qu'il dit que la nationalisation, c'est trop compliqué pour eux, c'est hors de leur structure mentale, comme tu as rappelé tout à l'heure, Padu. Si je leur dis ça, ils vont pas vouloir, parce que pour eux, ça va être la même chose que leurs terres soient possédées par des seigneurs ou par l'État, pour eux, ce sera la même chose, donc ils vont pas adhérer. Donc on va dire, on va prendre les terres des grands seigneurs et on va vous le redistribuer à de tous les paysans. Là où aujourd'hui, nous, on peut proposer la nationalisation, parce que de toute façon, même s'ils sont pas d'accord, ils sont 1%, tu vois ce que je veux dire. Et en plus, ils sont déjà dépendants de fous de subventions. Donc, exactement. Ils sont déjà à moitié dépendants d'instances nationales ou supranationales comme l'Union européenne. Donc, ils sont hyper intégrés, quoi. C'est même une nécessité, tu vois. C'est une nécessité parce que justement, et là on peut reprendre les choses, parce que c'est de la nourriture, parce que c'est des secteurs stratégiques, nationaliser les grandes exploitations, c'est comme nationaliser l'énergie, c'est comme nationaliser l'eau, ça doit faire partie des priorités de nationalisation. Et là, il y a peu de communistes qui proposent ça, de nationaliser l'agriculture dans sa majeure partie. Ouais. Et tu verras que quand on nationalisera l'agriculture dans sa majeure partie, l'alliance entre les gendarmes et les agriculteurs sera toujours présente et fera un peu jour. Tu verras que ce sera assez compliqué de contenir cette espèce d'alliance qui est un peu... germe un peu du fascisme, tu vois, genre à la fois les policiers et à la fois des espèces de petits propriétaires chauvins, ça va pas être marrant, tu vois. Tu verras qu'effectivement cette alliance qu'on voit là, on va faire la boucle avec la vidéo, en fait on verra des CRS eux-mêmes refuser d'agir contre des paysans qu'on devra arracher à leurs terres sous ordre de la dictature du prolétariat. On verra. Est-ce qu'il n'y a pas une stratégie à avoir d'armer les petits paysans contre les gros ?
et d'essayer de faire monter le schmilblick comme ça. Bah, moi, je dirais mieux armer les salariés contre les paysans. Comme je te le rappelle, ils sont 30 millions. J'ai essayé de te piéger. C'était pour voir si tu allais être en commission disciplinaire avec Zoé ou pas. Mais c'est intéressant, puisque justement, tu fais bien de le rappeler, on boucle avec ça. En fait, on a à la fin, et c'est pour ça qu'ils n'arrivent pas à se battre entre eux, je trouve que la vidéo était intéressante là-dessus, on a à la fin les institutions du bloc réactionnaire et conservateur ensemble qui ne veulent pas s'affronter, sans le savoir. La gendarmerie et les agriculteurs, les propriétaires. Ils sont deux classes différentes, mais ils tendent vers la même vision du monde réactionnaire, de chauviniste. Là, il y a cette alliance-là. Ça sert à rien de séparer cette alliance-là pour en faire une autre. Nous, il faut qu'on fasse un bloc du salariat généralisé en face. C'est d'ailleurs intéressant dans la vidéo quand il dit oui, voilà, nous on aime la France, les gendarmes, les agriculteurs. Ils n'ont pas de conscience de classe au niveau international. Ils pourraient dire on est avec les agriculteurs du Chili, d'Argentine. Ils sont en mais tu vois, concurrence. ils seraient pas propriétaires et des petits capitalistes, ils diraient ça, tu vois. T'as plein de mouvements ouvriers, historiquement et même encore aujourd'hui, qui te disent voilà, nous on est des ouvriers, je sais pas, du textile. On est contre ce traité de libre-échange, même si on est en solidarité avec les ouvriers du textile, je sais pas, des pays de l'Est, tu vois. J'ai déjà entendu des trucs comme ça, tu vois, même s'ils sont contre des traités de libre-échange parce que ça peut peut-être leur retomber dessus sur leur emploi ou des choses comme ça, ils vont te parler de ce qu'il y a de l'autre côté, tu vois, de ces gens qui feraient du textile autre part ou qui seraient mis en concurrence avec eux justement par le libéralisme. Pourquoi ? Parce que ces salariés-là, c'est pas des gens dont la logique concurrentielle fait partie de la vision du monde. Ça leur tombe dessus un peu, ces traités de libre-échange les mettent en concurrence un peu artificiellement avec d'autres gens alors que eux-mêmes ne sont pas dans les logiques concurrentielles, mais c'est leur entreprise qui les emploie qui sont dans les logiques concurrentielles. Là où les agriculteurs, eux, ils sont dans une vision du monde en tant que tel concurrentielle. C'est-à-dire que c'est pas des salariés de boîtes qui se mettent en concurrence avec l'Argentine, c'est eux-mêmes qui se vivent comme en concurrence avec l'Argentine. Et donc pour eux, il faut que les gendarmes et que l'État français viennent les protéger de l'Argentine, tu vois. Et là, ça n'a rien à voir. Et d'ailleurs, on pourrait presque, et là vraiment, on fait une capsule qui va peut-être pas plaire aux agriculteurs, tu vois, mais on pourrait presque mettre ça en lien avec aussi le montée du nationalisme guerrier, tu vois. C'est-à-dire que quand tu commences à dire nos agriculteurs, la France et les gendarmes, t'es à deux doigts de dire il faut refaire un service militaire et réarmer le pays, tu vois, parce qu'en réalité, tu cours vers ça, vers de la concurrence nationaliste entre nations à l'international, impérialiste, tout ça, tu vois. T'es vraiment dans ces visions du monde-là, ce que t'as pas avec des salariés. Ce que t'es dans le bonapartisme, voilà, on l'a dit, et qui va jusqu'au fascisme. Donc il faut être mesuré là-dessus, il faut pas les insulter. Voilà, les agriculteurs, ils sont comme beaucoup, ils sont dans la fausse conscience, mais leur avenir, c'est pas d'être propriétaires autonomes. Voilà, s'ils veulent satisfaire les besoins, qu'ils deviennent responsables d'agriculture locale dans une forme collective et nationalisée de nourriture à tous, quoi. Voilà, ils n'ont pas besoin d'être propriétaires et de faire de la marge et de l'enrichissement personnel. D'ailleurs, c'est intéressant parce qu'il y avait une vidéo sur Twitter aussi où il y avait un agriculteur qui écrasait des pommes de terre pour empêcher des passants de les ramasser, tu vois. Et ça, encore une fois, c'est aussi un peu caractéristique du fait que ce soit des gens aussi qui vivent non pas une production pour satisfaire des besoins, mais une production pour les mettre sur un marché. C'est très bizarre comme acte, tu vois, de vouloir empêcher que les gens puissent profiter du truc, tu vois. Enfin, c'est classique, hein. C'est vraiment une vision de propriétariste, tu vois. Exactement, c'est de dire nous, on ne peut plus vivre sur le marché. Donc leur but, c'est justement ce qu'on a dit des réactionnaires, de revenir sur la forme du marché. C'est surtout pas de travailler gratuitement et de distribuer les choses. Jamais ils feraient ça. S'ils avaient une forme de conscience de leur place dans le collectif, ils feraient ça. Non, ils empêchent ça. D'ailleurs, j'ai vu un tweet trop drôle par rapport à ça. Un gars qui dit oui, mais la pomme de terre, c'est que, je sais pas, 60 € la tonne. Là, il écrase à peine 200 € de pommes de terre. Mais t'as envie de dire, c'est justement le problème. Si le mec veut empêcher un pélo dans la rue de ramasser 30 centimes de pommes de terre, il y a un gros problème, tu vois. Enfin, c'est trop bizarre, tu vois. C'est vraiment que le gars est matrixé vers le marché, tu vois. Bah, c'est là où tu vois les structures mentales. C'est que normalement, tu devrais te dire si on lui achète plus rien et que c'est gratuit, bah, ça change quoi de le distribuer gratuitement aux gens et de faire une jonction justement avec le salariat? Mais non, ils vont préférer la détruire pour augmenter les prix plutôt que, tu vois, enfin, c'est vraiment une folie. Mais je te dis, moi, ça m'a fait penser aux scènes où, tu sais, où les mecs mettaient du lait dans les, tu sais, pendant la Grande Dépression, où les mecs mettaient du lait dans les égouts, tu vois, ça m'a vraiment fait penser à ça. Les oranges dans les raisins de la colère, voilà, c'est. Mais on a aussi vu, tu vois, je me rappelle une pancarte qui a aucun sens quand tu vois une manifestation de gauche. Il y avait, et même dans les gilets jaunes, on n'a pas vu ça, qui étaient majoritairement des salariés et tout, des fonctionnaires. Et qui avait aussi tenté cette jonction d'ailleurs avec les flics dans les gilets jaunes un petit peu. Mais tu vois, on a vu des pancartes qui s'appelaient les blindés dans les cités, pas contre les fermiers. Mais tu vois ce que je veux dire? Le niveau de chauviniste, nationaliste, notre France, etc., pour arriver à cette expression-là,
tu vois, il faut avoir derrière une vision ultra réactionnaire, quoi. Tu vois, c'est parce que c'est pas simplement tu le penses, tu le dis, mais tu le dis pas. Là, c'est genre tu te concertes à plusieurs et tu dis yes les gars, on a trouvé la bonne pancarte. On va faire la jonction avec les flics en tapant sur les Arabes des cités. Tu vois, et ben ça, c'est... Ça peut marcher, hein. Ça peut marcher, malheureusement. Oui, c'est ça qui est la folie, tu vois. Et donc là, on a des gens marxistes, léninistes, bon, c'est des marxistes-léninistes de Twitter, tu vois, qui essayent de nous inventer. Ah ouais, mais il faut faire la jonction avec eux, etc. Non, il n'y a aucune jonction avec eux. Le seul travail marxiste à faire, c'est de dire, quand vous voyez ça, ça vous dit que c'est la crise, activez-vous en tant que prolétariat pour éviter que ces gens-là soient le débouché politique, soyez le débouché politique progressiste et nationalisez-les une bonne fois pour toutes. C'est ça le travail des marxistes-léninistes, quoi. C'est de dire, il y a un feu qui couve et il faut absolument pas que ça nous brûle nous plutôt que ça les brûle eux. Voilà, c'est tout simplement ça le travail des marxistes-léninistes, quoi. Yes. Bon, on va peut-être s'arrêter là. Sur ce, n'hésitez pas à aller voir l'entretien avec Thomas Gibert sur la scène On ne veut plus. Thomas Gibert de la Confédération paysanne et non pas de la coordination rurale. On reçoit des gens quand même de gauche, nous, sur la chaîne. Ah bah oui. Voilà, je dis ça parce qu'il y a eu plein de confusion pas mal sur les réseaux et notamment j'ai vu des marxistes-léninistes relayer la coordination rurale. Ça m'a paru un peu étonnant, la coordination rurale qui est un syndicat proche du Rassemblement national, un syndicat agricole. Et alors ça veut pas dire que, parce que souvent les gens disent ça, oui mais si Marine Le Pen dit que le ciel est bleu, oui d'accord, mais quand tu donnes de la force politique à des syndicats qui après vont en profiter pour avoir des revendications propriétaristes, des revendications chauvines, voire racistes, bah oui, c'est un problème quand même. Bref, allez regarder du coup notre entretien avec Thomas Gibert, le secrétaire général de la Confédération paysanne, sur la chaîne On ne veut plus. Allez aussi vous abonner à cette chaîne, aux chaînes personnelles, à la chaîne On ne veut plus, à tous nos réseaux sociaux. Et puis n'hésitez pas à donner sur le Tipeee pour que l'association puisse continuer à fonctionner. Et sur ce, on vous dit à plus. Salut les gens. C'est